Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 13 février. Jacques Chirac impose un contre-ordre du jour pour le Conseil des ministres en décidant de reporter l'examen du projet de loi sur la Corse. Lionel Jospin refuse toute révision. Une nouvelle allocation personnalisée à l'autonomie en faveur de 800 000 personnes âgées dépendantes, adoption prévue dans le courant de l'année. Justice et police face aux parents d'élèves de Cormeilles dans l'Eure pour une grande explication autour des affaires de pédophilie. Municipale, élection, ce soir, la bataille politique à Évreux dans l'Eure. La sortie du nouvel album de MC Solar, un album intitulé 5e As. C'est à la veille du Conseil des ministres. Le président Jacques Chirac a refusé le texte du projet de loi sur la Corse. Le chef de l'État s'appuie sur les remarques critiques du Conseil d'État pour reporter l'inscription de ce texte en Conseil des ministres. Quelques minutes plus tard, Lionel Jospin répliquait en refusant toute révision de son projet. Commentaire Alix Bouyega et Yann Moine. C'est une première du jamais vu. Le communiqué de l'Élysée est tombé dans l'après-midi. Le président de la République a décidé de reporter l'inscription du projet de loi sur la Corse à l'ordre du jour d'un prochain Conseil des ministres. Une heure plus tard, Matignon riposte, Lionel Jospin persiste et signe. Il souhaite que le projet de loi soit inscrit rapidement à l'ordre du jour du Conseil des ministres afin que le Parlement puisse en commencer l'examen. Depuis des mois et à plusieurs reprises, Jacques Chirac s'est posé en défenseur de l'unité de la République et sur la Corse a multiplié les avertissements au gouvernement. La loi doit être la même pour tous et s'appliquer de la même façon sur l'ensemble du territoire. On est d'abord de France, avant d'être d'une région. Aujourd'hui, Jacques Chirac s'appuie sur les réserves émises par le Conseil d'État, des réserves concernant plusieurs points du projet de loi. Le premier d'entre eux, l'enseignement obligatoire de la langue corse. Deuxième point, les pouvoirs accrus de l'Assemblée territoriale de Corse en matière législative. Enfin, le Conseil d'État s'est montré réticent quant aux exonérations fiscales dont bénéficie la Corse. Aujourd'hui, par communiqué interposé, un bras de fer entre l'Élysée et Matignon s'est engagé. La discussion va se poursuivre. Cette fois-ci, elle se fera de vive voix autour de la table du Conseil des ministres. Alors, sitôt connu ce refus du président de la République, les réactions politiques se multipliaient. On retiendra que M. Chevènement demande le retrait pur et simple du projet, mais que pour José Ross, le président de l'Assemblée de Corse, ce n'est pas un drame. Plusieurs réactions recueillies maintenant par Thomas Dandois. Les acteurs du processus de Matignon préparaient leurs arguments, mais pour demain. Avec l'offensive du président de la République, la polémique prend 24 heures d'avance. Alors déjà, les anti-Matignon passent à la contre-attaque. N'essayons pas de faire de la Corse, sujet sensible parmi d'autres, qui a endeuillé quand même notre République depuis 25 ans, un objet de surenchère ou de polémique politique. Il y a mieux à faire. C'est Jacques Chirac qui parlait d'années utiles. Eh bien, faisons en sorte qu'il y ait des conseils des ministres utiles. Pour les opposants, de gauche comme de droite, ce report du projet de loi doit permettre au gouvernement de Lionel Jospin de revoir sa copie. J'incline à penser pour ma part que l'intérêt du pays, mais aussi l'intérêt du gouvernement et celui de la gauche, serait de retirer ce projet. Et le plus tôt serait le mieux. Ce texte, même s'il était voté par la majorité des socialistes, serait déféré au Conseil constitutionnel et vraisemblablement serait rejeté par le Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'il ne pourrait s'agir que d'une manœuvre non seulement hypocrite, mais également d'une manœuvre politicienne. En somme, une fois de plus, la classe politique se divise sur la question corse. Simple mise en bouche, diront certains, car le débat s'annonce bien plus houleux encore dans l'hémicycle pour l'examen du projet de loi. Et en Corse, où depuis les accords du 28 juillet 2000, les débats sur l'évolution du statut de l'île n'ont pas manqué, on exprimait aussi cet après-midi des craintes pour l'avenir. Reportage Stéphane Bretner et Cédric Picot. Sur l'île, on parle presque d'un coup de théâtre. Jacques Chirac a surpris tout le monde en remettant à plus tard ce qui devait être la première phase de concrétisation du processus de Matignon. Un processus sans cesse fragilisé, mais qui avait mis d'accord les élus corses et le gouvernement en décembre dernier sur le texte final. José Rossi, l'un des acteurs principaux des négociations, ne veut pas dramatiser. Peut-être que cette prise de conscience collective de l'ensemble des responsables politiques ne va pas forcément déboucher sur le désordre dans les esprits, mais au contraire
sur une prise de conscience de l'intérêt républicain de ce dossier. Moi, personnellement, une semaine de plus ou de moins, je ne suis pas un drame de cela. Émile Zuccarelli, le maire de Bastia, n'a jamais été un fervent partisan du processus de Matignon. Pour lui, la décision de Jacques Chirac est logique, compte tenu des avis défavorables du Conseil d'État. Restent les élus nationalistes qui se battent depuis juillet dernier pour faire adopter le texte. Jean-Guy Talamoni, leur chef de file, attend maintenant une réaction du président de la République. Le gouvernement français et les élus de la Corse ont conduit un processus assez loin, avec un accord qui est avalisé de façon massive par l'Assemblée de Corse. Il appartiendra au président de la République et aux autres leaders de la droite parisienne de dire ce qu'ils entendent faire face à ce processus et face à la question corse qui demeure posée. Voilà donc 7 mois de négociations entre les élus corses et le gouvernement qui sont remis en question. Pour les socialistes de Lille, ce report est une décision grave qui peut compromettre la paix civile. Une paix civile que les élus nationalistes avaient maintenue tant bien que mal et dont chacun espère ce soir qu'elle n'a pas vécue. Alors Gérard Leclerc, on peut dire que c'est une situation politique inédite. Oui, absolument. L'initiative présidentielle est sans précédent, mais elle est dosée. Avec ce report, le président de la République veut mettre solennellement en garde contre un projet qui contredirait l'égalité des citoyens devant la loi et qui contredirait également les prérogatives du Parlement et du gouvernement. Mais l'Élysée n'ira pas jusqu'au bout de la crise. Le président ne s'opposera pas à ce que ce texte soit représenté lors d'un prochain Conseil des ministres. C'est justement ce qu'a répliqué Matignon. En clair, on ne se formalise pas outre mesure de l'intervention présidentielle, mais on ne change rien et ce sera au Parlement d'apporter éventuellement des modifications. Alors je disais tout à l'heure, c'est des petits calculs, c'est un bras de fer maîtrisé, aussi bien de la part de Lionel Jospin que de Jacques Chirac. Oui, écoutez, pour le président, c'est l'occasion, de marquer ses prérogatives de garant des institutions, de prendre date avant un rejet attendu par le Conseil constitutionnel, et puis 3, de fédérer tous ceux à droite, le RPR, Charles Pasqua, ou à gauche, Jean-Pierre Chevènement, certains radicaux, qui estiment que les accords Matignon mettent en danger l'unité nationale et la loi républicaine. Et puis côté Premier ministre, on n'est pas fâché de réaffirmer à cette occasion la volonté du gouvernement de poursuivre jusqu'à son terme un processus conduit dans la transparence avec l'assentiment d'une grande majorité des élus corses, gauche et droite confondus. Et puis aussi de montrer et de porter témoignage devant les Français que c'est la gauche qui agit pour la décentralisation et pour la modernisation des institutions. Alors beaucoup à droite disaient ces derniers temps que l'élection présidentielle se jouerait largement sur la Corse. C'est un défi que le gouvernement entend bien relever. Merci Gérard. 800 000 personnes âgées, dépendantes, pourront être bénéficiaires de la nouvelle allocation personnalisée à l'autonomie. Cette prestation pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2002 et remplacerait l'actuelle allocation dépendance. Reportage Nathalie Moisan avec Léo Lamberton à Nîmes. Marguerite est une nonagénaire qui aime son indépendance. Il y a encore quelques semaines, elle vivait seule. Mais depuis 8 jours, elle ne marche plus. La prestation dépendance qu'elle perçoit chaque mois, 4 200 francs, ne lui permet pas d'avoir une aide à domicile plus de 2 à 3 heures par semaine. Insuffisant pour rester seule, elle a dû emménager chez ses enfants. Moi, j'ai travaillé toute ma vie avec mon mari. Seulement, lui, il est décédé en 82. Et moi, depuis que je suis seule, je n'ai que un peu la ressource de sa retraite. Je n'en ai pas assez pour pouvoir rester chez moi. Avec la réforme présentée aujourd'hui par Elisabeth Guigou, la prestation dépendance se transforme en aide personnalisée à l'autonomie. Une allocation calculée en fonction de la dépendance et des revenus de la personne âgée, de 600 à 7 000 francs par mois. Nous estimons qu'ils font un véritable droit objectif que personne ne peut contester, qui est égal sur tout le territoire et à laquelle toute personne dépendante pourra avoir accès. L'avantage de la mesure est double. Le nombre de personnes âgées qui en bénéficient augmente. 800 000 personnes seront concernées contre 135 000 avec l'aide actuelle. Le montant de l'allocation s'accroît. Il variait jusque-là d'un département à l'autre. Finalement, la PA n'a qu'un inconvénient, son coût. Les conseils généraux débourseront 11,5 milliards de francs. La CSG apportera 4,5 milliards, soit pour l'an prochain une dépense de 15 à 17 milliards de francs. Et ce n'est pas fini. Avec le temps, le nombre de personnes concernées ne peut qu'augmenter. 2 syndicats vont signer l'accord sur la réforme des retraites complémentaires. Ce sont la CFDT et la CFTC. De son côté, la CGT refuse tout le texte, tandis que FO et la CGC n'en accepteraient qu'une partie. Mais pour le MEDEF, c'est à prendre ou à laisser.
À Cormeilles, dans l'Eure, après l'arrestation d'un instituteur présumé coupable d'actes de pédophilie et la mise en examen de la directrice de l'école et d'un inspecteur d'académie, les parents d'élèves demandent des comptes à la justice et à la police. Ce soir, ils pourront se faire entendre par le procureur de la République, tandis que des enquêteurs spécialisés sont venus aujourd'hui questionner d'autres élèves. Reportage Loïc Delamornay et Bernie Mériot. Depuis ce matin, 8 enquêteurs spécialisés ont commencé les auditions de tous les élèves de l'école de Cormeilles. Dans leur tâche, ils sont assistés par une équipe de psychologues du ministère de la Justice. Il faut maintenant savoir combien d'enfants exactement se disent victimes des agressions sexuelles de leur instituteur et quelles séquelles ils en gardent. Il va falloir aussi étudier la chaîne des responsabilités. Ces parents affirment avoir alerté dès 1996 l'éducation nationale après le témoignage de leur fils âgé de 7 ans. Alors la directrice a réagi en disant simplement qu'il fallait que monsieur le chien arrête de mettre les enfants sur les genoux. Et puis c'est tout. En fin de compte, on est ressorti, on a été un entretien d'une demi-heure à peu près. Et on est sorti, pour nous, on a sorti de la classe, on était des menteurs. Des parents pris pour des menteurs, des habitants qui savent mais qui se taisent. Dans ce village de 1200 habitants, les rumeurs, vraies ou fausses, vont aussi vite qu'elles sont étouffées. Ce qui est sûr, c'est que le 30 janvier dernier, le médecin scolaire de l'établissement adresse un rapport au procureur. Il vient de recueillir le témoignage d'une jeune fille de 15 ans qui a tenté de se suicider. Hier, le rectorat apprend à son tour que la directrice de l'école et un inspecteur ont couvert les faits pendant des années. Il semblerait qu'à l'époque, une réunion se soit tenue dans l'école avec la directrice et l'inspecteur de l'éducation nationale pour réfléchir à la situation. Alors, est-ce qu'ils ont estimé que les faits n'étaient pas établis? Il y a peut-être une certaine imprudence de leur part parce qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens d'investigation. Depuis quelques jours, les parents de Cormeilles interrogent avec anxiété leurs enfants. Ce soir, au théâtre municipal, le procureur a convoqué tous les parents d'élèves pour faire le point en compagnie des psychologues. Après déjà 9 plaintes, tous espèrent que la liste s'arrêtera là. Et comme les enquêteurs présents à Cormeilles, d'autres gendarmes sont souvent confrontés à des enfants victimes d'agressions sexuelles. Ces auditions demandent une formation. À Agen, les enquêteurs gendarmes du Lot-et-Garonne spécialisés viennent de participer à une journée de sensibilisation. Vous voyez le reportage de Yasmina Farber et Diane Richard. Quelques poupées pour mettre en confiance les enfants victimes d'agressions sexuelles. Il y a la poupée, bien sûr, avec les cheveux qu'on peut coiffer, qu'on peut décoiffer. Annie Gourgue s'occupe d'une association de protection des enfants. Elle est venue à la caserne d'Agen pour parler de son expérience. Les gendarmes doivent comprendre les attitudes des petites victimes pour mener à bien leurs auditions. À lui de s'exprimer. Et parfois, on peut croire qu'il y met de la mauvaise volonté ou qu'il ment. Or, c'est très souvent parce qu'il veut protéger le maltraitant, que l'enfant soit se taire dans son silence ou répond à côté. Une attitude trop sévère, un mot déplacé, les enquêteurs sont parfois maladroits. Cette journée d'information était indispensable. Notre discours, comme celui de mes adjoints, c'est d'inciter les gendarmes à être les plus adroits possibles dans la façon dont ils vont procéder aux auditions, de manière à éviter tout traumatisme chez l'enfant qui sera auditionné. Car ce traumatisme est irrémédiable après. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas que ça s'éternise non plus. Un jeune, vous savez, ça fatigue vite. Vous verrez qu'à peu près 30 minutes, souvent c'est un maximum. Et moi, plusieurs fois, j'ai eu le cas. Au bout d'un moment, l'enfant, il dit « Bon, on ne peut pas arrêter, j'en ai marre ». Des interrogatoires courts, organiser les auditions avec 2 enquêteurs pour laisser à l'enfant le choix de se confier à l'un ou à l'autre. Les gendarmes suivent ces conseils avec attention. Utiliser la terminologie infantile. Comprendre et tolérer qu'un enfant esquive les sujets délicats. Insister en l'encourageant. Il faut arriver en peu de temps à être vraiment complice du mineur. Il faut que le mineur il ait une confiance absolue en nous. Et là, bon, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de qualité professionnelle. Pour éviter aux mineurs de répéter plusieurs fois les circonstances de son agression, les auditions sont désormais filmées. Dans le Lot-et-Garonne, les enquêteurs traitent en moyenne 70 cas par an d'abus sexuels. 10 gendarmes volontaires ont accepté d'être spécialisés pour ces interrogatoires particuliers. Ils ont eu une idée, faire un cadeau à l'enfant à la fin de son témoignage. On va lui donner ça. On essaie toujours effectivement de donner une récompense. Donc effectivement la poupée Jandy, c'est très bien parce que déjà il a un autre impact, il a vu qu'on l'a pris en considération et qu'on a cru à son histoire.
Une poupée pour montrer que le gendarme, qui fait souvent peur aux enfants, peut aussi porter la casquette du protecteur. L'assistance publique des hôpitaux de Paris va déposer une requête contre les constructeurs et maîtres d'œuvre de l'hôpital Pompidou. Des dysfonctionnements pourraient être à l'origine de 7 cas de légionellose, dont 2 mortels récemment diagnostiqués. Nouvelle manifestation au pluriel d'éleveurs à Mâcon, à Metz, à Rouen, à Nancy, à Caen et dans plusieurs villes de l'ouest de la France. À chaque fois, ils ont procédé à des contrôles puis à des destructions de viande bovine d'origine étrangère. Ils veulent ainsi faire pression sur les discussions en cours avec le ministre de l'Agriculture, Jean Glavany. Celui-ci doit annoncer jeudi des mesures nationales en faveur des agriculteurs touchés par la crise de la vache folle. Difficile lancement par France Télécom de sa filiale de téléphonie mobile Orange dans les cotations boursières à Paris et à Londres. L'action Orange a perdu plus de 1% à Paris, plus d'1,5 point à Londres, marquant ainsi la défiance des investisseurs à l'égard de ce secteur. Et puis en revanche, des bénéfices nets doublés pour Renault en 2000. Le chiffre d'affaires est en hausse de 5,6%. Rien ne bloque entre la France et l'Algérie, c'est l'opinion du président Abdelaziz Bouteflika exprimée aujourd'hui pendant les quelques heures de la visite d'Hubert Védrine à Alger, une visite de travail dans un contexte difficile marqué par les révélations sur l'origine des massacres en Algérie impliquant l'armée algérienne. Gérard Grisbeck accompagnait le déplacement du ministre des Affaires étrangères. Vous m'avez dit qu'il y avait des vents favorables à notre visite. Hubert Védrine a été accueilli à l'aéroport par son homologue algérien. Les deux hommes se sont immédiatement rencontrés, puis ils ont été rejoints par leurs collaborateurs. Mais le moment fort de cette visite a été la rencontre avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Les deux hommes se connaissent bien, ils se sont vus à de nombreuses reprises. L'Algérie attend de la France un geste fort, comme l'annonce de la visite à Alger de Lionel Jospin ou de Jacques Chirac. Mais pour les Français, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. On considère ici que les réformes économiques annoncées sont bloquées, sans doute en raison de divergences internes au régime, et la situation sécuritaire ne s'est guère améliorée. L'Algérie a connu ces dernières semaines de nombreux massacres de civils. Alors dans ces conditions, la visite d'Hubert Védrine vise à montrer que la France est aux côtés de l'Algérie, quelles que soient ses difficultés. Une visite sobre, pour reprendre les propres termes du ministre des Affaires étrangères. Israël poursuit sa politique d'élimination de Palestiniens qu'elle accuse de terrorisme. Un hélicoptère a tiré 3 missiles à Gaza, tuant l'un des membres du corps d'élite du président palestinien Yasser Arafat. Et Ehud Barak, qui par ailleurs serait proche d'un accord politique avec Ariel Sharon, a félicité son armée. Mais à Gaza, la tension est de plus en plus forte, comme le rapportent Charles Vanderlin et Talal Abouramé. Le colonel Massoud Ayad conduisait cette voiture lorsqu'elle a été touchée par 4 roquettes tiré par un hélicoptère israélien. Il a été tué sur le coup. Massoud Ayad était un des commandants de la force 17, la garde prétorienne de Yasser Arafat. Et ce matin, les Israéliens l'ont accusé d'être l'agent du Hezbollah libanais à Gaza. Cette personne était un membre dirigeant d'une cellule terroriste du Hezbollah. Nous savons exactement ce qu'il a fait. Il a également attaqué 2 fois au mortier un village israélien de Netzarim. La famille de la victime dément formellement cette accusation et affirme que, chargé de la sécurité d'Arafat, Massoud Ayad était membre du mouvement Fatah. Mon frère n'avait aucun lien avec le Hezbollah. En disant cela, les Israéliens cherchent une excuse. Ils veulent faire pression sur nous, mais nous ne renoncerons pas à nos droits. Cette exécution d'un responsable palestinien, la première depuis le 31 décembre dernier, intervient alors que la situation se détériore. Les accrochages armés sont de plus en plus fréquents et violents. Ce matin, entre Khan Younes et l'implantation israélienne voisine, depuis hier soir, plus de 80 Palestiniens ont été blessés ici. À Hébron, des scènes identiques se déroulent presque tous les soirs entre Palestiniens et Israéliens. En l'absence de négociations de paix, rien ne peut interrompre cette escalade de la violence. Nouveau séisme au Salvador ce matin, ce qui a provoqué des scènes de panique dans une population encore sous le choc du tremblement de terre du mois dernier qui avait fait 844 morts. La secousse de ce matin aurait fait au moins 70 morts et 200 blessés, selon un premier bilan communiqué par les autorités du Salvador. Dans les pays enclavés de l'Afrique de l'Ouest, les dernières récoltes ont été très mauvaises en raison d'un manque de pluie. Des agriculteurs des villages du Niger, du Burkina Faso, du Mali ou du Bénin sont contraints de quitter les champs pour aller travailler dans une mine d'or appartenant aux Canadiens et située au sud-ouest du Niger. Des milliers d'hommes y travaillent comme des esclaves. Romuald Bonan et Michel Christian ont pu tourner ce document avant d'être interpellés par la police nigérienne pour absence d'autorisation de tournage. À perte de vue, noyés dans un océan de poussière,
ils échouent là, par milliers. Dans le sable du Liptako, à l'extrême ouest du désert nigérien. Depuis plusieurs mois, des hommes, des femmes et même des enfants s'entassent sur les terrils d'une mine d'or canadienne. Il y a 2 ans, les Blancs ont abandonné le filon, estimé à plusieurs dizaines de tonnes de métal précieux. Pas assez rentable pour l'industrie minière occidentale. Des miettes pas perdues pour tout le monde. Au fond de ces boyaux, creusés à la pioche, parfois à 100 mètres sous terre, des équipes cassent le caillou, 12 heures durant. Mais ils n'ont pas d'autre choix. C'est vraiment dur de respirer là-bas. En tout cas, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, tellement dur. Je suis venu chercher de l'argent pour payer à manger. Cette année, c'est une année très dure. Donc, il n'a pas plu beaucoup, donc il y a manque de nourriture. Vous voyez. Pour apaiser les ventres creux, le gouvernement nigérien vient d'autoriser et facilite même cette ruée vers l'or. De tout le Niger, mais aussi du Burkina Faso, du Mali, du Bénin. Ici, les exploitations artisanales poussent comme des champignons. Pelles, pioches, bâtés. Les moyens et les techniques d'orpaillage sont plus que rudimentaires. Résultat, la moitié de l'or remonté à la surface est perdue. Un travail de titan pour recueillir au final, en moyenne, moins d'1 gramme d'or par jour et par homme. Quand on a la bonne pierre, la bonne roche dans notre puits, en 1 heure, on récupère 2 à 3 grammes. Oui, mais le plus dur, c'est de trouver la bonne zone. Pour les plus chanceux, après avoir concassé 2 tonnes de gravats, voilà ce qu'ils peuvent espérer vendre. Voilà l'or. Ici, le prix de vente de cet or dépasse rarement les 2200 francs CFA, 22 francs français le gramme. Un prix sans commune mesure avec celui que payent ces hommes. Le mois dernier, 6 d'entre eux ont été ensevelis vivants. On court tous ces risques. Mais on cherche de l'argent. Quand on cherche de l'argent, on ne voit pas les risques. De l'or qui ne sert ici en fait qu'à survivre, à payer la nourriture, voire la drogue, pour oublier sa peine. De l'or qui ne leur permettra sans doute jamais de retourner plus riches dans leur village. Une sonde spatiale sur l'astéroïde Eros. La réussite des scientifiques de la NASA a été très applaudie la nuit dernière lorsque la sonde Near Shoemaker s'est posée sur le petit astre mort long de quelques 33 km en dérive dans le système solaire. 2 photos, et voici, 2 photos seulement nous sont parvenues. Mais ensuite, sur cette animation, on imagine ce qui s'est passé pour la sonde, partie il y a 5 ans de la Terre, pour en savoir un peu plus sur Eros. Élection municipale, ce soir Philippe Boissry et Vincent Ferreira évoquent Évreux où face à la gauche se présente notamment l'ancien ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré. Il y a des villes comme ça, à peine y arrive-t-on que tous les panneaux vous invitent à en repartir. Difficile de se construire une image quand vous êtes cerné de toutes parts. Évreux aime à se définir comme la capitale de l'heure, mais voilà, Évreux est aussi à 1 heure de la capitale. Beaucoup d'Ébroïciens travaillent à Paris, tout en sachant pourquoi ils ont choisi de vivre ici. Pour le calme et la campagne. La campagne, oui, la campagne électorale aussi. Celle-là, Roland Plaisance l'aime beaucoup. Maire depuis 1977, il repart à 75 ans à la conquête d'un 5e mandat. Communiste, il n'a pas peur de brouiller son image. C'est au volant de sa Safrane qu'il gagne la mairie annexe du quartier populaire de la Madeleine. Au menu des doléances, logement, éducation, sécurité et chômage. J'ai travaillé 15 jours à la cuisine centrale aussi. Ah oui, vous étiez un salarié de Valeo. Donc, Valeo, symbole en 97 de la résistance des salariés à la fermeture et au dépeçage de leur usine. Colère des années de crise. 4 ans plus tard, une autre société a pris la place. Un peu plus loin, les laboratoires Glaxo ne cessent d'agrandir leur plus grande usine d'Europe. Le chômage est tombé à 8%. Malgré un très fort endettement, le maire communiste est prêt à surfer sur l'effet Jospin. Actuellement, on remonte la pente sur le plan économique. On a obtenu des gros acquis pendant les années du mandat, là. Et on a un gouvernement de gauche qui est plutôt bien vu actuellement dans tous les sondages. Bilan en trompe-l'œil, dénoncent les Verts qui ont accueilli quelques dissidents socialistes. Il faut qu'on arrive à se placer entre les deux. Des Verts à l'image donc un peu rose et un peu rosse,
pour attaquer le maire sans complaisance. Le fait qu'il soit maire depuis 4 mandats, il se présente pour un 5e mandat, a généré ce que nous on a appelé le système plaisance, hein, qui ailleurs s'appelle clientélisme, c'est-à-dire des pratiques où la démocratie est de plus en plus absente. Prendre un enfant dans ses bras, pour Jean-Louis Debré, l'objectif est simple. Casser une image sécuritaire que certains ici font rimer avec charter. Si le député de l'Eure a plus d'un crayon dans sa poche, certains s'adressent encore à lui comme au ministre de l'Intérieur. Et la police ne vient pas? La police est venue, mais il était trop tard, elle était déjà partie. Parce qu'il y a des jeunes bien ici. Car pour Jean-Louis Debré, s'il est urgent de redonner du souffle à Évreux, il faut aussi casser les frontières. À bientôt. Merci. Inch'Allah. Ces jeunes, ils sont fantastiques, ils sont pleins de volonté, de détermination, d'ambition. Et nous avons tous une grande ambition pour Évreux, qu'on montre Évreux comme une ville qui a su intégrer l'ensemble des communautés plutôt que de rejeter certaines communautés. Une fin de non-recevoir explicite aux candidats d'extrême droite. 2 hommes, 2 partis, 2 alliés devenus 2 ennemis, malgré un même programme et une même ambition, si d'aventure ils dépassaient les 10% au premier tour. Je me maintiens surtout pour gagner, car je crois que nous pouvons gagner cette ville. On se maintient de toutes les façons, mais on se maintient aussi pour la victoire. Avec tout cela, même la girouette de la cathédrale d'Évreux a un petit problème d'image. Et ne lui demandez pas pour qui elle penche, tout dépend d'où on la regarde. Ce n'est pas un enjeu électoral, juste le signe de la fin d'une époque. À Saint-Denis, il existe encore un coron, le coron Messonnier, construit au 19e siècle pour des ouvriers d'une teinturerie. La direction de l'équipement de Seine-Saint-Denis veut tout raser pour faire passer une bretelle d'autoroute, mais les derniers locataires restants se battent avec leurs émotions et leurs histoires qu'ils ont racontées à Sébastien Leguet et Frédéric Faure. Comme à chaque fois, un avis est affiché, 4 punaises plantées dans le poteau à l'entrée du coron. On enterre aujourd'hui Marie-Joséphine, 90 ans, une locataire historique dans la communauté. Quand sa maison a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été relogée dans la cité Messonnier. Ses proches sont revenus dans le petit paradis de leur enfance. Je rentre avec elle dans 1 mois et demi, et puis moi, c'est fini, je mets la clé sous la porte, quoi. Ça m'embête quand même beaucoup, parce que je ne veux pas y vivre ici, je sais bien. Mais ce côté-là sera sûrement, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais sera sûrement condamné. De nouveaux parpaings à chaque décès, à chaque départ. La direction de l'équipement a acquis l'aile sud de la cité, de l'autre côté du jardin, pour la raser et construire une route. Écrin de briques, trace insolite du passé dans le paysage urbain de Saint-Denis, ce petit haut lieu de la mémoire ouvrière est en péril. Depuis 1847, des familles nombreuses, souvent bretonnes, toutes locataires, se sont appropriées l'espace. Leur cadre de vie, leur mode de vie, leur vie tout court ont charmé l'objectif de Robert Doisneau. Au coron, chacun prenait l'habitude de partager ses joies et ses peines quotidiennes. Il y avait des enfants, il y avait au moins 200 enfants. On faisait des petites fêtes au Mardi Gras, au 14 juillet. Et puis toute l'année, on était... Puis alors quand il y avait quelque chose, quelqu'un de malade, un petit gosse qui tombait, on venait toujours me chercher. Là, encore aujourd'hui, j'ai perdu ma plus chère amie, que je connaissais depuis 63 ans. Alors ça, pour moi, c'est... Alors tout le monde s'en va, puis moi, je voudrais rester ici jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu resteras, on va se battre pour ça. Tuer ce lieu pour faire ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Déjà dans les années 70, une autoroute est venue border le coron Messonnier, le chatouiller avec sa rumeur sourde. Les habitants ne sont pas partis pour autant. Vous n'entendez jamais l'autoroute? Là, bon, là, vous me la faites remarquer, là, je l'entends. Mais autrement, non. On est habitué, comme tous les bruits. À présent, toutes les idées sont bonnes pour tenir les bulldozers à distance. Les archéologues de la ville de Saint-Denis imaginent déjà des visites guidées dans les caves, certes encombrées de déchets, mais dotées d'une architecture surprenante. Le tout fait 60 mètres de long sur 10 mètres de large. Autre idée, une association municipale propose de restaurer l'édifice et de créer un jardin en impliquant des jeunes en formation. Il peut avoir à la fois de la vie pour habiter, de la vie aussi pour travailler, pour y faire des activités de toutes sortes, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un potentiel. Et puis bon, c'est un cadre qui est quand même assez particulier et je pense qu'il faut sauvegarder.
Et puis, les dernières habitantes de la cité n'ont cessé de poser pour un amoureux des lieux. Une galerie de portraits, on ne sait jamais, ça peut émouvoir l'administration. Mais il est peut-être déjà trop tard. Dans l'aile promise à la démolition, en attendant l'asphalte, entre la brique et le ciment, il ne reste plus qu'un locataire. Et de Troyes pour le Vendée Globe. Après Michel Desjoyaux et Hélène MacArthur, Roland Jourdain est arrivé aujourd'hui au Sables d'Olonne. Commentaire Julien Beaumont et Bruno Livertou. Ils n'ont pas pu résister. Hélène MacArthur et Michel Desjoyaux se sont précipités sur Roland Jourdain dès l'entrée du port des Sables d'Olonne. Un podium un peu particulier pour accueillir le 3e du Vendée Globe, le tout devant un public toujours aussi nombreux en cette fin de journée. Après 95 jours en mer, Jourdain ne s'attendait pas à cela. On m'avait prévenu que c'était quelque chose, il va falloir que je réfléchisse pour trouver les mots. Roland Jourdain ne sait plus où donner de la tête. Il finit cette course en beauté. Depuis hier, il est en effet l'homme qui a parcouru la plus grande distance en 24 heures sur un monocoque, 800 km à 35 de moyenne. J'ai eu la joie de pouvoir avoir des très belles conditions de portant et ça m'a donné l'occasion de battre le record là, de vitesse, mais c'était surtout le plaisir d'être pendant 48 heures sur mon bateau. Desjoyaux, MacArthur, Jourdain, héros de ce Vendée Globe. Pour un peu, on se croirait à un Grand Prix de Formule 1, un Grand Prix qui aura duré 3 mois. Le champion cycliste Laurent Jalabert, hospitalisé hier soir à Genève. Laurent Jalabert a fait une mauvaise chute à son domicile. Il souffre de plusieurs fractures de vertèbres qui pourraient le priver de compétition pour de nombreuses semaines. Pour les 73e Oscars du cinéma qui seront décernés le 25 mars prochain à Los Angeles, le film français Le Goût des autres d'Agnès Jaoui a été nominé dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Et puis, de nouveau, Juliette Binoche est en compétition de meilleure actrice pour son rôle dans le film Chocolat de Lasse Hallström, non encore diffusé en France. Sortie demain sur les écrans français, cette fois de La Faute à Voltaire, réalisée par Abdelatif Kechiche, en référence à la chanson de Gavroche. Il raconte, sur le ton d'une comédie, le monde des clandestins et des sans-papiers. Présentation Marie Jaujoin et Michel Levasseur. Élodie Bouchez, Sami Bouadjila, Horatica, un joli casting pour un premier film, inscrit dans un contexte sensible, le monde des exclus. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Pourquoi avez-vous choisi la France? Autorisation provisoire de séjour de 3 mois. Tel un Candide rêvant de l'Eldorado, un jeune Tunisien débarque en France pour tenter sa chance. Au fil des rencontres, de foyers en association, il va découvrir et partager la solidarité des déshérités. C'est surtout quelqu'un qui est ouvert aux rencontres. Alors t'as une beurre? Si tu veux, demi-sel. Qui est prêt à faire un bout de chemin avec des gens qui l'accompagnent et qui vont dans le même sens que lui. Si le fond est social, Abdelatif Kechiche privilégie l'amour avec un très joli portrait de femme d'aujourd'hui. C'est tous des salauds et lui on fait du mal. Moi je veux pas la brusquer. Ouais, je comprends. Un rôle qui sort hors Attica du registre de la comédie. Aimer très vite et se refuser en même temps aussi vite, c'est comme ça un peu la glace et le feu, un petit peu tout qui se mélange. Je pense qu'elle ne sait pas très bien où elle en est, mais elle avance en tout cas, la diva. Envoyée dans un centre pour dépressifs, Djalel rencontre Lucie, profondément paumée, en besoin d'amour. Un petit être fragile, interprété avec sensibilité par l'héroïne de La vie rêvée des anges. De la vie, de la poésie, comme tout le monde, de ce qui se passe dans le monde, de sport, de la politique. Et après la politique, on fait l'amour. En fait, moi, mon personnage, il intervient au moment où il rencontre le personnage de Djalel et où elle va avoir une illumination comme ça qui va lui permettre de s'accrocher à lui comme on s'accroche à une bouée et qui va l'enchanter en fait. Issu lui-même de l'immigration, le réalisateur Abdelatif Kechiche évite les clichés pour nous parler de l'humain, afin que le mot exclusion ne rime plus avec le mot omission. Charles Trenet, de nouveau hospitalisé ce week-end. Le poète, chanteur, est dans un état stationnaire, mais il souhaite repos et discrétion. Âgé de 87 ans, il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en avril 2000. 5e As, c'est le titre de ce nouvel album de MC Solar. Le rappeur français né à Dakar est atypique dans ce monde musical assez particulier. Loin de toute agression, il propose dans cet album une mélodie du rap. Présentation Olivier Lenouza et Olivier Robert. 3 années de silence, et soudain la chance, la carte maîtresse, le 5e As, le titre du nouvel album de MC Solar.
Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Tirer à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Je veux des pleurs et des gosses, que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus, il n'y aura pas de parvenus, juste des gens de la rue. 1991, premier album qui sème le vent, récolte le tempo, bingo, premier succès. 10 ans plus tard, nouvelle donne, MC Solar a changé de maison de disques et de producteur. J'aime la musique, voilà, aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme avant on faisait du sample de plein de musiques, on a essayé de toutes les respecter et de faire quelque chose qui n'est pas d'exclusion. La parole et les actes. Le rappeur de Villeneuve-Saint-Georges est président d'honneur d'Artemisia, un centre qui permet à des personnes sans emploi de suivre une formation dans les métiers de la peinture. Une équipe, là, du stage, ça fait une famille ou... C'est une famille, hein, c'est clair. Après le stage, donc Travail, dans la déco. Oh. Le dessin de MC Solar. Jongler avec les mots pour dénoncer les maux de la société. L'esprit originel du rap, une musique qui pourtant parfois dérape. Avant, il y avait un espèce de peace, unity, love and having fun, donc un message d'ouverture, et qu'aujourd'hui, de temps en temps, on fait des messages d'exclusion, des ghettoisations. Rogné par les purs d'un rap dur, MC Solar navigue dans son univers, dénonce l'économie monétaire du millénaire. Entendre toutes ces détonations était mon seul kiff. Pour moi l'avenir était au bout de mon canon. Mon père avait des armes et on tirait devant la maison sur des... MC Solar poursuit son combat, distille sa prose, sans violence. MC Solar, 5e as. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité politique, à savoir que Jacques Chirac a imposé un contre-ordre du jour pour le Conseil des ministres en décidant de reporter l'examen du projet de loi sur la Corse. Lionel Jospin refuse toute révision, multiples réactions politiques. Pour José Rossi, le président de l'Assemblée de Corse, ce n'est pas un drame, mais pour Jean-Pierre Chevènement, il faut purement et simplement retirer le projet. Un projet qui pourrait revenir la semaine prochaine en Conseil des ministres. La météo dans quelques instants avec Patrice Drevet, et puis après le film Baby Boom avec Diane Keaton, Alors Heureux, le magazine présenté par Frédéric Lopez, minuit 25, le dernier journal de la rédaction présenté par Hélène Hugues. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Michel Bon, le président de France Télécom. À 13h, j'aurai le plaisir de retrouver Gérard Rolls. À demain 20h, bonsoir, merci.